Une jeune fille de 14 ans a vu le ciel devenir vert et s'est mise à courir vers 70 Hells Angels en criant qu'une tornade approchait. Personne ne l'a écoutée jusqu'à ce qu'elle grimpe sur une table et leur donne 8 minutes pour sauver tout ce qu'ils possédaient. 3 minutes après que la dernière moto ait été mise à l'abri, une tornade EF3 a détruit le bar. Elle a disparu dans la tempête, mais les motards ne l'ont jamais oubliée. Quand ils l'ont retrouvée 2 semaines plus tard, ce qu'ils ont découvert a poussé 300 d'entre eux à retourner dans cette ville, non pas pour la remercier, mais pour la transformer. Si cela vous satisfait, n'hésitez pas à aimer, commenter et suivre. Sophie Martinez a vu la mort dans le ciel. Elle rentrait chez elle à pied depuis la bibliothèque, le seul endroit de Cedille, au Texas, où personne ne la dérangeait. Quand elle l'a senti, ce calme, cette pression dans ses oreilles, ce goût électrique dans l'air que sa grand-mère lui avait appris à reconnaître avant de mourir. Une tempête arrivait, une mauvaise tempête. Sophie a regardé vers l'ouest. Les nuages n'étaient pas seulement sombres, ils étaient verts, ce vert malsain et artificiel qui ne signifiait qu'une seule chose dans la zone des tornades: courir, se cacher, prier. Mais Sophie ne courut pas chez elle. Sa maison était à 1,5 km. Elle n'y arriverait jamais. Et puis, il y avait des gens qui ne savaient pas. Des gens qui ne pouvaient pas voir ce qu'elle voyait. Le Thunder Road Bar était à 2 pâtés de maison. Le rassemblement annuel des Hells Angels battait son plein. 70 motos étaient alignées sur le parking comme des dragons endormis. Le chrome brillait, les moteurs refroidissaient. Leurs propriétaires étaient à l'intérieur, buvant, riant, complètement inconscients. Sophie avait vécu à Saddle toute sa vie. Elle savait que les Hells Angels venaient chaque année en juin. Elle savait que les habitants de la ville les craignaient. Elle savait que sa mère la tuerait si elle s'approchait de ce bar. Mais elle savait aussi ce qu'une tornade EF3 pouvait faire aux véhicules exposés. Elle courut. Le parking était chaotique. La musique retentissait depuis l'intérieur du bar. Des hommes vêtus de gilets en cuir se sont répandus sur la terrasse, une bière à la main, racontant des histoires et se tapant dans le dos. Personne ne regardait le ciel. Sophie s'est frayé un chemin à travers la foule à la recherche de quelqu'un, n'importe qui l'écouterait. Excusez-moi, une tempête approche. Vous devez déplacer vos motos. Un homme barbu lui a jeté un coup d'œil et a ri. Bien sûr, ma chérie, rentre chez toi. Je suis sérieuse. Regardez le ciel. Il est vert. Ça veut dire que je sais ce que signifie un ciel vert. Je roule dans les tempêtes depuis 30 ans. Ce n'est rien. Sophie avait envie de crier. Ces hommes pensaient tout savoir. Ils se croyaient invincibles, mais ils n'avaient pas vu ce qu'elle y avait vu. La tornade qui avait tué sa grand-mère détruit la moitié de son école primaire et lui avait appris à lire les nuages comme les autres enfants lisent les livres. Elle avait 8 minutes, peut-être moins. Sophie fit quelque chose de fou. Elle grimpa sur une table de pique-nique au milieu du patio, se leva et cria de toutes ses forces: Écoutez-moi, vous avez 8 minutes avant qu'une tornade ne détruise tout ce que vous possédez. Regardez le ciel, regardez-le. Silence. 70 hommes fixaient cette adolescente maigre debout sur une table, les yeux exorbités et désespérés. Puis l'un d'eux, le plus grand, le plus âgé, avec un badge indiquant « Président », s'est avancé. Il a regardé Sophie, puis il a regardé le ciel. Son visage est devenu pâle. Elle a raison. Tout le monde bougeait maintenant. Les 7 minutes qui suivirent furent un chaos contrôlé. Sophie n'avait jamais rien vu bouger aussi vite. Les 70 hommes ne formaient plus qu'un seul organisme. Les clés apparurent, les moteurs rugirent, les motos roulèrent vers la vieille grange derrière le bar que le propriétaire utilisait comme entrepôt. Continuez à les amener. Restez en formation serrée. Pas d'égratignures. Sophie se tenait au milieu, dirigeant la circulation comme si elle avait fait cela toute sa vie. Cette moto ici, celle-là, là. Empilez-les près les unes des autres, mais avec précaution. Le président, apprit-elle plus tard, s'appelait Grizzly. Il travaillait aux côtés de ses frères, le visage ruisselant de sueur. « Combien de temps ?» cria-t-il. Sophie regarda le ciel. La rotation était désormais visible, un entonnoir descendant comme le doigt d'un dieu en colère. 3 minutes, peut-être 2. Tout le monde à l'intérieur maintenant. Ils y parvinrent avec quelques secondes d'avance. Les portes de la grange se refermèrent brusquement. Sophie se plaqua contre le mur, entourée d'hommes 2 fois plus grands qu'elle, écoutant la fin du monde.
Le bruit ressemblait à celui d'un train de marchandises, comme si 1000 avions décollaient en même temps. La grange trembla. Les planches craquèrent. Quelque chose explosa à l'extérieur. Le bar, réalisa Sophie plus tard. Tout le bâtiment fut soulevé et dispersé comme des feuilles. Puis le silence. Sophie ouvrit les yeux. Elle était en vie. Ils étaient tous en vie. Bon sang, murmura quelqu'un. Grizzly poussa la porte de la grange. À l'endroit où se trouvait le Thunder Road Bar, il n'y avait plus rien. Des décombres, des débris, les restes tordus des voitures qui se trouvaient sur le parking. Le chêne qui avait ombragé la terrasse pendant 50 ans avait disparu, arraché du sol et projeté à 400 mètres de là. Mais dans la grange, 70 Harley étaient intacts. Des millions de dollars en machines. Des décennies de souvenirs préservés parce qu'une jeune fille de 14 ans avait vu la mort dans le ciel et avait refusé de la laisser gagner. Grizzly se retourna pour la remercier. Mais Sophie avait disparu. Elle s'était éclipsée pendant le chaos, non pas parce qu'elle voulait des remerciements. Sophie avait appris depuis longtemps à ne pas attendre de gentillesse de la part des étrangers. Elle avait fait ce qu'il fallait faire. Cela suffisait. De plus, elle devait rentrer chez elle. Elle devait s'assurer que sa mère allait bien. Elle devait voir ce que la tornade avait laissé derrière elle. Ce qu'elle avait laissé derrière elle, c'était la dévastation. Sedmill ressemblait à une zone de guerre. Les maisons étaient rasées, les lignes électriques tombées, les arbres éparpillés sur les routes comme des os brisés. Les sirènes d'urgence hurlaient au loin. Sophie courut tout le long du chemin jusqu'à la maison, le cœur battant, priant un Dieu auquel elle n'était pas sûre de croire. L'appartement était encore debout, à peine. Les fenêtres étaient brisées, le toit partiellement effondré, mais debout. Sa mère était à l'intérieur, recroquevillée dans la salle de bain, en pleurs. « Sophie! Oh mon Dieu, Sophie! » Maria Martinez attrapa sa fille et la serra contre elle, comme si elle ne devait plus jamais la lâcher. « Je te croyais morte. Je croyais que la tornade t'avait emportée. Je vais bien, maman. Je vais bien. Où étais-tu? » Sophie hésita. « À la bibliothèque. Je me suis cachée dans le sous-sol. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Elle était déjà allée à la bibliothèque auparavant. Sa mère n'avait pas besoin de savoir pour les motards, n'avait pas besoin de savoir ce que Sophie avait fait. Cela ne ferait que l'inquiéter. Il valait mieux garder certaines choses secrètes. Les 2 semaines suivantes furent floues. Cédille luttait pour se remettre. Vima vint, évalua les dégâts, fit des promesses auxquelles personne ne croyait. Les experts en assurance affluèrent comme des vautours. Les voisins aidaient les voisins à déblayer les débris, à récupérer leurs biens, à reconstruire ce qui pouvait l'être. L'école de Sophie, Cedar High, ne faisait pas partie des bâtiments qui pouvaient être reconstruits. La tornade l'avait frappée de plein fouet. 3 ailes avaient été détruites. Le gymnase s'était effondré. La bibliothèque, le sanctuaire de Sophie, était réduite en ruines. Les cours reprirent dans des préfabriqués installés dans le parking. Pas de climatisation pendant l'été texan. Pas de ventilation adéquate. 40 enfants entassés dans des espaces prévus pour 20, transpirant pendant des cours qui semblaient inutiles, alors que leur monde entier s'était effondré. Sophie a enduré. Elle était douée pour endurer. 4 années de lycée lui avaient appris cela. 4 années à être invisible, à être la fille bizarre qui parlait toute seule et lisait trop de livres. À être la cible, jamais la pire cible, mais suffisamment pour que chaque jour soit une petite guerre. Le harcèlement avait commencé en 6e. Subtil au début, chuchotement, rire, exclusion, puis des notes moins subtiles dans son casier. Des accidents dans le couloir, un groupe de filles qui s'étaient donné pour mission de rappeler à Sophie qu'elle n'avait pas sa place. Elle n'en avait jamais parlé à personne. Pas à sa mère, qui avait 2 emplois et n'avait pas besoin de problèmes supplémentaires. Pas aux enseignants, qui avaient déjà assez à faire. Ni à ses amis, car Sophie n'avait pas d'amis. Elle a simplement enduré. Mais la tornade a tout aggravé. Les caravanes exiguës, le stress, la chaleur, la perte de la bibliothèque, son seul refuge. Et Brittany Cole, qui semblait avoir décidé que la souffrance de Sophie n'était pas encore assez grande. Et monstre! Brittany lui a barré le chemin entre les caravanes. J'ai entendu dire que tu te promenais pendant la tornade au lieu de te cacher comme une personne normale. Qu'est-ce que tu faisais? Je parlais à la tempête. Sophie ne dit rien. Le contact visuel ne fit qu'empirer les choses. Je t'ai posé une question, monstre. Je rentrais juste chez moi. Menteuse.
Quelqu'un a dit t'avoir vu près de Thunder Road. Tu sais, là où traînent ces moutards dégoûtants. Le sourire de Britney était venimeux. Tu étais là, Sophie? Tu traînais avec des criminels? C'est ton genre de personne? Sophie sentit son visage s'enflammer. Non, laisse-la tranquille. Une voix derrière elle. Sophie se retourna. Un garçon qu'elle reconnaissait vaguement. Jake, quelque chose, de sa classe d'anglais, se tenait là, les bras croisés. Brittany rit. Oh, regardez, la monstre a une petite amie. Je dis, laisse-la tranquille. Tu veux t'en prendre à quelqu'un? Viens t'en prendre à moi. Brittany réfléchit. Elle décida que Jake ne valait pas la peine qu'elle s'embête. Elle rejeta ses cheveux en arrière. Peu importe, vous êtes faits l'un pour l'autre. Elle s'éloigna, suivie par ses amis qui ressemblaient à des hyènes. Sophie regarda Jake. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si je l'étais. Il haussa les épaules. J'ai vu ce que tu as fait au rassemblement. J'étais là avec mon oncle. Sophie sentit son sang se glacer. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que tu le sais. Tu es la fille qui a sauvé 70 Harley. Mon oncle n'arrête pas d'en parler. Jake sourit. Ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. Mais tu dois savoir une chose. Grizzly te cherche. Il veut te remercier. Je n'ai pas besoin de remerciements. Peut-être pas, mais il tient à te remercier. Jake lui tendit un morceau de papier plié. C'est l'adresse du clubhouse. Si tu changes d'avis, dit-il avant de s'éloigner. Sophie regarda le papier dans sa main. Elle devrait le jeter. Elle devrait oublier les motards, la tempête et tout le reste. Mais quelque chose la poussa à le garder. Grizzly la retrouva 3 jours plus tard, non pas au clubhouse. Sophie n'y était jamais allée, mais à la bibliothèque, ou plutôt ce qu'il en restait. Elle avait fait du bénévolat après l'école, aidant à récupérer des livres dans les décombres. Quelque chose à faire, quelque chose qui lui donnait le sentiment d'être utile. Elle portait une boîte d'encyclopédie détrempée lorsqu'elle l'aperçut. Un homme imposant sur une moto imposante, garé au bord du trottoir qui l'observait. Sophie se figea, Grizzly descendit de sa moto et marcha vers elle. Chaque pas était délibéré, sans précipitation. Sophie Martinez, comment connaissez-vous mon nom? Demanda-t-il. Vous n'êtes pas facile à trouver. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle. Je vous dois des remerciements. Tu ne me dois rien. 70 motos, des millions de dollars, 30 ans de souvenirs. Tu as tout sauvé. La voix de Grizzly était grave et ferme. Dans mon monde, c'est une dette. Je ne l'ai pas faite pour une dette. Je l'ai faite parce que c'était de la bonne chose à faire. Je sais. C'est pourquoi la dette est importante. Il l'observa. Tu as l'air fatigué. Tout le monde est fatigué. Toute la ville est fatiguée. Votre école a été très touchée. Oui. Vous allez là-bas, au lycée Cédille. Sophie acquiesça. Grizzly resta silencieux pendant un moment, la regardant la bibliothèque détruite, regardant quelque chose que Sophie ne pouvait pas voir. Comment c'est d'aller à l'école dans des caravanes? Chaud, bondé, misérable. Sophie haussa les épaules. Mais au moins, nous avons encore une école. C'est un seuil bas. C'est ce qu'on a. Grizzly acquiesça lentement. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il lui tendit une carte, blanche, avec un numéro de téléphone. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelle ce numéro. De jour comme de nuit, ça ne me dérange pas. Je sais, mais je te le propose quand même. Il se retourna vers son vélo. Encore une question. Oui, ces filles, celles que j'ai vues te parler tout à l'heure, ce sont tes amies? Sophie rougit. Elle n'avait pas réalisé que quelqu'un l'observait. Je n'ai pas d'amis. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Silence. Ce ne sont pas des amis, dit Sophie doucement. Elles sont tout le contraire d'amis. L'expression de Grizzly ne changea pas, mais quelque chose dans son regard devint froid. Je vois. Il enfourcha sa moto, la démarra d'un coup de pied et la regarda une dernière fois. Merci, Sophie Martinez, d'avoir vu ce que personne d'autre n'avait vu, d'avoir agi alors que personne d'autre ne l'aurait fait. Il fit vrombir le moteur. Je n'oublierai pas. Puis il disparut. Sophie resta là, la carte à la main, se demandant ce qu'elle venait de déclencher. 2 semaines plus tard, elle le découvrit. Tout commença par un grondement. Sophie était en classe, ou ce qui tenait lieu de classe dans une caravane étouffante, lorsqu'elle l'entendit. Des moteurs, beaucoup de moteurs, qui se rapprochaient. Tout le monde l'entendit. Les conversations cessèrent. Les têtes se tournèrent vers les fenêtres. Le professeur, M. Harrison, qui semblait aussi fatigué et abattu que tout le monde, se dirigea vers la porte.
Mais qu'est-ce qui se passe? Kofi se précipita vers une fenêtre et vit 300 motos entrer dans le parking de l'école. Les Hells Angels, venus non seulement du Texas, mais aussi de l'Oklahoma, de la Louisiane et d'autres États que Sophie ne pouvait même pas identifier d'après les écussons sur leurs gilets. 300 motards remplissaient le parking, coupant leurs moteurs un par un jusqu'à ce que le silence devienne assourdissant. Grizzly est descendu de sa moto à l'avant du groupe. Il portait un mégaphone. Élève et professeur du lycée Cedar Mill. Je m'appelle Marcus Grizzly Stone. Il y a 3 semaines, une jeune femme de cette école a sauvé 70 de mes frères d'une tornade. Elle n'a rien demandé en échange. Elle n'est même pas restée pour recevoir nos remerciements. Sophie voulait disparaître. Elle voulait s'enfoncer dans le sol. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la remercier, elle, mais aussi toute cette communauté. Votre école a été détruite. Vos enfants étudient dans des préfabriqués. C'est inacceptable. Pas pour nous. Il baissa le mégaphone et se tourna vers ses frères. Au travail. Les 300 hommes mis en pied à terre. Ils avaient des outils, du bois, du matériel, des fournitures. Ils étaient là pour reconstruire. Sophie regardait, stupéfaite et silencieuse, les Hells Angels débarquer sur son école détruite comme une armée d'ouvriers du bâtiment. Les marteaux frappaient, les scies vrombissaient, des hommes qui semblaient incapables de détruire le monde, mais qui avaient choisi de le reconstruire. Jake apparut à côté d'elle. « Tu penses toujours que tu n'as pas besoin de remerciements? » Sophie ne pouvait pas répondre. Elle pleurait trop fort. La reconstruction a pris 6 semaines. Les 300 Hells Angels ont travaillé par roulement, certains restant plusieurs jours, d'autres venant en rotation depuis les autres sections à travers le pays. Ils dormaient dans des tentes sur le terrain de football, mangeaient les repas fournis par les habitants reconnaissants et travaillaient du lever au coucher du soleil. Ced Mill ne savait pas quoi penser de tout cela. C'étaient les hommes dont les mères mettaient leurs enfants en garde. Les criminels, les hors-la-loi, les monstres, et les voilà qui reconstruisaient une école. Les nouvelles locales ont été les premières à en parler, puis celles de l'État, puis celles du pays. CNN a diffusé un reportage intitulé « Angels in Leather », les anges en cuir. Un gang de moteurs reconstruit une école ravagée par une tornade. L'histoire est devenue virale. Des dons affluèrent de tout le pays, mais les Hells Angels ne voulaient pas être remerciés. « Il ne s'agit pas de nous », a déclaré Grizzly aux journalistes. « Il s'agit d'une communauté qui a été mise à terre et qui mérite qu'on l'aide à se relever. Nous ne sommes que les mains. Mais pourquoi? Pourquoi un club de motards ferait-il cela? » Grizzly a regardé la caméra derrière lui. Ses frères martelaient, s'activaient et transpiraient. Parce que quelqu'un nous l'a demandé, non pas avec des mots, mais avec des actes. Une jeune femme a vu le danger arriver et s'est précipitée vers lui au lieu de s'enfuir. Elle a sauvé quelque chose qui nous était précieux sans rien attendre en retour. Il a marqué une pause. C'est le genre de personne qu'on n'oublie pas. C'est le genre de personne qu'on honore. Pouvez-vous nous dire qui elle est? Non. Et si vous êtes intelligent, vous n'essayerez pas de le découvrir. Elle ne veut pas attirer l'attention. Elle veut retrouver son école. Grizzly se détourna. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Sophie essaya de rester invisible. C'était impossible. Tout le monde savait. Toute l'école, toute la ville, la fille qui avait sauvé les motards, la fille qui avait amené 300 Hells Angels à Cedar Mill. Certaines personnes la regardaient avec admiration, d'autres avec suspicion, d'autres encore, comme Brittany Cole, avec une haine pure. « Tu te crois spécial maintenant? » Brittany l'accula dans la salle de bain provisoire. « Tu crois que ces criminels font de toi quelqu'un? » Sophie ne dit rien. « Tu n'es toujours personne, tu es toujours une monstre. Quand ils partiront, tu seras toujours seul. Peut-être, mais au moins j'ai fait quelque chose. » Sophie croisa le regard de Brittany pour la première fois depuis 4 ans. « Qu'as-tu jamais fait à part rabaisser les gens? » Le visage de Brittany se tordit. « Petite, il y a un problème ici? » Les 2 filles se retournèrent. Une femme se tenait dans l'embrasure de la porte, grande, vêtue de cuir, avec un écusson sur lequel était inscrit « Road Queen » et des yeux qui ne manquaient rien. « Qui êtes-vous? » demanda Brittany. « Je suis quelqu'un avec qui vous ne voulez pas avoir affaire. » La femme regarda Sophie. « Ça va, chérie? »« Je vais bien. »« Bien. » La femme tourna son regard vers Brittany. Elle l'évalua longuement et froidement. « Je connais ton genre. Tu es au sommet au lycée, tu atteins ton apogée tôt,
Puis tu passes le reste de ta vie à te demander pourquoi tout a mal tourné. La fille que tu tyrannises va devenir quelqu'un, et tu vas devenir un exemple à ne pas suivre. Brittany ouvrit la bouche, la referma, les bouscula et partit. La femme la regarda s'éloigner. Elle va te rendre la vie plus difficile maintenant. C'est toujours comme ça quand on leur tient tête. Je sais, mais ça en vaut la peine. Tenir tête en vaut toujours la peine. Elle tendit la main. Je suis Sophie, la femme de Maggie Grizzly. Je sais qui vous êtes. Maggie sourit. Mon mari n'a pas arrêté de parler de vous depuis la tempête. Il dit que vous avez plus de courage que la plupart de ses frères. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Non, ma chérie. Vous avez fait ce que tout le monde devrait faire. C'est différent. Maggie l'observa attentivement. Vous n'avez pas beaucoup d'amis, n'est-ce que pas? Cette franchise prit Sophie au dépourvu. Est-ce que si évident? Seulement pour quelqu'un qui a vécu la même chose. Maggie s'appuya contre le mur. J'étais comme toi autrefois, silencieuse, invisible, la cible de toutes les files méchantes dans un rayon d'1 kilomètre. Je pensais que je serais seule pour toujours. Qu'est-ce qui a changé? J'ai trouvé ma tribu. Ça m'a pris du temps. J'ai fait quelques mauvais choix. Mais finalement, j'ai trouvé un endroit où être différente était un atout, pas un handicap. Elle fit un vague geste en direction du chantier à l'extérieur. Tu penses peut-être que nous ne sommes qu'une bande de hors-la-loi, mais nous sommes aussi une famille, et les familles se protègent mutuellement. Sophie ne savait pas quoi dire. Grizzly veut te parler. Quand tu seras prête, il a quelques idées concernant cette école et il aimerait avoir ton avis. Mon avis? Pourquoi voudrait-il mon avis? Parce que c'est grâce à toi que nous sommes ici. Parce que tu vois des choses que les autres ne voient pas. Et parce que Maggie a souri, il t'aime bien, ce qui est rare. Mon mari n'aime personne. La conversation avec Grizzly eut lieu le lendemain. Ils s'assirent dans ce qui allait devenir la nouvelle bibliothèque. Ce n'était encore qu'une ossature de poutres et de contreplaqué, mais elle prenait déjà forme. Le bâtiment sera mieux qu'avant, dit Grizzly. Plus solide, plus moderne. Mais les bâtiments ne suffisent pas. Hein? Que veux-tu dire? Je veux dire que j'ai observé cette école, observé les enfants, observé la façon dont certains traitent les autres. Il serra la mâchoire. J'ai vu les regards qu'on te lance, Sophie, les chuchotements, la façon dont tu marches la tête baissée pour éviter d'être remarquée. Sophie sentit son visage s'empourprer. Ce n'est rien. Ce n'est pas rien. C'est de la cruauté systématique que les adultes ignorent parce que ce ne sont que des enfants qui se comportent comme tels. Grizzly se pencha en avant. J'ai été victime d'intimidation. Saviez-vous qu'avant d'être cela, j'étais un enfant maigre à lunettes qui lisait trop? Ils ont fait de ma vie un enfer. Que s'est-il passé? Je suis devenu plus grand, plus méchant, quelqu'un avec qui personne n'osait se frotter. Il secoua la tête. C'est une solution. Ce n'est pas une bonne solution. Cela transforme simplement les victimes en prédateurs d'un autre genre. Alors, quelle est la meilleure solution? La communauté, les liens, s'assurer qu'aucun enfant ne se sente seul. Grizzly sortit un dossier. Je veux lancer un programme ici. Lutte contre le harcèlement, mentorat, atelier technique où les enfants peuvent acquérir de vraies compétences, pas seulement des cours magistraux, mais une intervention concrète. Le conseil scolaire ne l'approuverait jamais. Le conseil scolaire l'a déjà fait. C'est incroyable à quel point les gens deviennent coopératifs quand on reconstruit leur école gratuitement. Grizzly sourit. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à le diriger. Quelqu'un qui comprend ce que ses enfants vivent. Quelqu'un en qui ils auront confiance. Sophie le regarda fixement. Vous voulez de moi? Tu as 14 ans. Tu ne peux rien diriger officiellement, mais tu peux en faire partie. Une liaison avec les élèves, quelqu'un qui identifie les enfants qui ont besoin d'aide et les met en relation avec des mentors. Il fit une pause. Tu as sauvé 70 vélos parce que tu as vu quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Je parie que tu peux aussi voir les enfants qui sont en difficulté. Sophie pensa au couloir, à la cafétéria, au coin où les enfants invisibles se cachaient de leurs bourreaux visibles. Elle les voyait tous les jours, ceux qui étaient comme elle, ceux qui avaient appris à se faire petits. Oui, dit-elle, je le ferai. Bien, Grizzly se leva et lui tendit la main. Bienvenue dans l'équipe, Sophie Martinez. Elle la serra. Sa main était minuscule dans la sienne, mais sa poigne était ferme. Merci pour tout. Ne me remerciez pas. Remerciez la tempête.
C'est elle qui vous a amené à nous. Il sourit. Certaines choses sont écrites. Le nouveau lycée Cedar Mill a ouvert ses portes 3 mois après la tornade. Il était méconnaissable, pas seulement reconstruit, mais transformé. Une bibliothèque ultramoderne avec 2 fois plus de livres. Une aile dédiée aux ateliers avec des outils et des équipements pour l'enseignement technique. Un centre de conseil doté de professionnels qui écoutaient vraiment. Et dans le couloir principal, une fresque murale occupait tout un mur. La fresque représentait une tempête, des nuages sombres, un ciel vert, une tornade descendant du ciel. Mais au centre, une silhouette se dressait, grande. Une jeune femme, les bras levés, faisant face à la destruction sans crainte. En dessous, une plaque. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. La peur. Sophie avait essayé de les empêcher de faire référence à elle. Elle les avait suppliés de préserver son anonymat. Grizzly avait fait un compromis. La silhouette de la fresque n'avait pas de visage, pas de traits distinctifs, juste une silhouette. Mais tout le monde savait. Tout le monde avait toujours su. La différence, c'est que désormais, elle ne se sentait plus comme une cible. C'était comme une armure. Le programme de mentorat a été lancé la même semaine. 20 Hells Angels se sont portés volontaires. Pas les plus effrayants, mais des membres qui avaient des compétences à enseigner et de la patience à partager. Ils venaient le week-end pour animer des ateliers sur la mécanique des motos, le travail du bois, la soudure, l'électricité. Mais le travail le plus important se déroulait dans des salles plus petites, des groupes de soutien, des conversations en tête-à-tête, un espace où les enfants qui se sentaient seuls pouvaient découvrir qu'ils ne l'étaient pas. Sophie était partout, identifiant les élèves en difficulté, faisant des présentations, assurant le suivi pour s'assurer que les liens se maintenaient. Elle a trouvé un élève de 5e nommé Marcus qui n'avait pas parlé en classe de toute l'année. Elle l'a présenté à un moteur nommé Tiny, ironiquement le plus grand homme que Sophie ait jamais vu, qui lui a appris les échecs et lui a raconté ses histoires d'enfants noirs uniques dans son quartier. Elle a trouvé une élève de 2e année nommée Jennifer qui se coupait dans les toilettes et pensait que personne ne le remarquait. Elle l'a mise en relation avec Maggie, qui avait ses propres cicatrices, sa propre histoire et son propre chemin vers la guérison. Elle a trouvé un élève de terminale nommé David, qui était terrifié à l'idée de faire son coming out auprès de sa famille. Elle l'a mise en relation avec un moteur nommé Compass, qui avait emprunté le même chemin 20 ans auparavant et qui s'en était sorti. Un par un, les enfants invisibles sont devenus visibles. Un par un, les solitaires se sont retrouvés ensemble et Sophie, la fille sans amis, est devenue le centre d'une communauté qu'elle avait contribué à créer. Le jugement de Brittany Cole est tombé en octobre. Elle avait poursuivi sa campagne contre Sophie de manière plus subtile désormais, plus prudente, consciente que la cruauté ouverte aurait des conséquences. Mais les chuchotements ont continué. L'exclusion, la mort à petit feu, jusqu'à ce qu'elle commette une erreur. Une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux. Brittany et ses amis se moquaient d'une nouvelle élève nommée Emma, une fille timide qui bégayait et qui était devenue l'une des premières protégées de Sophie. La vidéo est devenue virale, mais pas comme Brittany l'avait prévu. En quelques heures, les sections des Hells Angels à travers le pays la partageaient, la commentaient, identifiant Brittany et ses amis par leur nom. La réaction a été immédiate et écrasante. Un gang de motards dénonce des tyrans du lycée. Les gros titres se sont écrits tout seuls. Les parents de Brittany ont été submergés d'appels. Ses réseaux sociaux ont été inondés de messages d'inconnus lui disant exactement ce qu'ils pensaient d'elle. Ses candidatures à l'université, où elle avait été admise en avance dans 3 établissements, étaient soudainement compromises. Elle est venue à l'école le lendemain en larmes. Sophie l'a trouvée dans les mêmes toilettes où Brittany l'avait coincée tant de fois. « Tu es contente maintenant ?» sanglotait Brittany. « Tu as ruiné ma vie. » Sophie aurait pu être cruelle. Elle aurait pu rendre à Brittany tout le mal qu'elle lui avait fait. Au lieu de cela, elle s'est assise à côté d'elle. « Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce sont tes choix qui ont fait ça. » Je plaisantais, c'était juste une vidéo stupide. Ce n'était pas juste une vidéo. C'était des années. Des années à faire en sorte que les gens se sentent inutiles, à leur faire redouter de venir à l'école, à leur faire se détester. La voix de Sophie était calme mais ferme. Emma a pleuré pendant 3 heures après avoir vu cette vidéo. Tu le savais?
Elle voulait se suicider. C'est elle qui me l'a dit. Le visage de Britney s'est décomposé. Je ne voulais pas vraiment. Personne ne veut vraiment faire de mal. Mais tu l'as fait quand même. Encore et encore. Parce que ça te donnait un sentiment de puissance. Sophie s'est levée. Je ne vais pas faire semblant que nous sommes amis, mais je ne vais pas te détruire non plus. Tu as le choix maintenant. Continuer à être qui tu étais ou devenir quelqu'un de meilleur. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. Le programme de mentorat organise une session ce soir pour les personnes qui veulent changer. Tu devrais venir, elle est partie. Britney est venue ce soir-là. C'était le début de quelque chose que personne n'avait prévu. Un après la tornade, Cédal a organisé une fête. La place du village était bondée. Des camions-restaurants bordaient les rues. Une scène avait été installée devant la nouvelle école, qui brillait sous le soleil estival. À midi, 300 Hells Angels sont arrivés. La même formation qu'auparavant. Le même grondement des moteurs, mais cette fois, la ville ne les regardait pas avec crainte. Elle les regardait avec gratitude. Grizzly est monté sur scène sous les acclamations et les applaudissements. Il y a un an, cette ville était dévastée. Les maisons étaient détruites. L'école était détruite. L'espoir était détruit. Il regarda la foule. Mais vous avez reconstruit non seulement les bâtiments, mais aussi la communauté. Vous vous êtes rassemblés d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Il fit une pause. Je voudrais rendre hommage à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui est à l'origine de tout cela. Elle n'a pas cherché à attirer l'attention. Elle ne le voulait pas, mais elle le mérite. Sophie sentit des mains la pousser vers la scène. Jake d'un côté, Emma de l'autre. Derrière eux, Marcus, Jennifer, David et une douzaine d'autres enfants qu'elle avait aidés au cours de l'année écoulée. Sophie Martinez, venez ici. Elle monta les marches, les jambes tremblantes. Grizzly la serra dans ses bras. Cette jeune femme a vu la tempête arriver et a couru vers le danger au lieu de le fuir. Elle a sauvé nos vélos, nos souvenirs, la vie de nos frères. Et lorsque nous sommes venus ici pour rembourser cette dette, nous avons trouvé quelque chose d'encore plus important. Une communauté qui avait besoin d'aide et une fille qui savait exactement comment l'apporter. Il se tourna vers elle. Au cours de l'année écoulée, tu as contribué à la création d'un programme de mentorat qui est devenu un modèle pour les écoles de tout l'État. Tu as mis en relation des centaines d'enfants en difficulté avec des personnes bienveillantes. Tu as transformé des ennemis en alliés et l'isolement en communauté. Sophie pleurait. Elle ne pouvait s'en empêcher. Les Hells Angels ne donnent pas souvent cela aux femmes, presque jamais, mais tu l'as mérité. Il a fouillé dans son gilet et en a sorti un écusson, une tornade sur mesure avec une silhouette qui s'y oppose, membre honoraire à vie. Où que tu ailles, quoi que tu aies besoin, tu as des frères qui te soutiennent. La foule a explosé. Sophie a regardé l'écusson dans ses mains. Elle a regardé les 300 moteurs qui l'applaudissaient. Elle a regardé les enfants qu'elle avait aidés. Ces enfants, en quelque sorte, qui applaudissaient plus fort que quiconque. Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle réussi à dire. Dis que tu continueras. Continue à voir ce que les autres ne voient pas. Continue à courir vers les problèmes au lieu de les fuir. Grizzly a souri. C'est tout ce que nous demandons. Je le ferai. Je te le promets. Épilogue. 5 ans plus tard, Sophie Martinez avait 19 ans. Elle se tenait sur un podium à Austin, au Texas, s'adressant à une conférence sur la santé mentale des jeunes. Derrière elle, un écran affichait des statistiques. Le programme de mentorat CIDL avait été reproduit dans 47 écoles à travers 3 États. Le taux de suicide chez les adolescents dans les districts participants avait baissé de 34%. Les incidents d'intimidation avaient diminué de moitié. Les gens me demandent comment cela a commencé, dit-elle. Comment une jeune fille de 14 ans est finie par créer un mouvement? Où elle sourit. La vérité, c'est que cela n'a pas commencé avec moi. Cela a commencé par une tempête avec 70 motos que je ne pouvais pas supporter de voir détruites. Avec des hommes qui étaient censés être des monstres, mais qui se sont avérés être exactement ce dont notre communauté avait besoin. Elle a cliqué sur une photo, la fresque murale du lycée Cédal, le personnage sans visage face à la tornade. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est avoir peur et agir quand même. C'est voir quelque chose qui ne va pas et refuser de l'accepter. C'est courir vers le danger quand tout le monde s'enfuit. Elle regarda l'auditoire. Des éducateurs, des conseillers, des parents,
Des gens qui voulaient changer les choses mais ne savaient pas comment. Chacun d'entre vous peut être cette silhouette. Chacun d'entre vous peut affronter la tempête. Il suffit de décider que le statu quo n'est pas suffisant, que les enfants méritent mieux, que vous allez être celui ou celle qui leur donnera cela. Elle s'éloigna du podium. Merci. Les applaudissements furent tonitruants. Au fond de la salle, un homme corpulent vêtu d'un gilet en cuir s'essuya les yeux. Maggie lui serra la main. « Je t'avais dit qu'elle serait quelqu'un, » murmura-t-elle. « Oui, » répondit Grizzly. « Tu me l'avais dit. » Cette nuit-là, Sophie traversa Cedar Mill à l'arrière d'une Harley. Jake conduisait. Il avait obtenu son permis 2 ans auparavant et était devenu membre potentiel du club local. Ils n'étaient pas en couple, mais ils formaient une famille au sens profond du terme. Ils passèrent devant le Thunder Road Bar, reconstruit et florissant. Ils passèrent devant l'école, dont les lumières brillaient dans l'obscurité du soir. Ils passèrent devant la place de la ville, où tout avait changé. Sophie repensa à la fille qu'elle avait été. Invisible, seule, convaincue qu'elle ne compterait jamais. Elle repensa à la fille qu'elle était devenue, une leader, une personne qui créait des liens, quelqu'un qui comptait plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Tout cela parce qu'elle avait vu la tempête arriver et avait refusé de détourner le regard. La moto rugissait dans la nuit texane. Sophie ferma les yeux et sourit. Quelles que soient les tempêtes à venir, elle serait prête. Elle l'avait toujours été. Fin.